Alors, moi, je vais vous parler alors de trois choses, enfin, deux choses essentiellement et une troisième plus discrètement qui va être le Festival du film d'archéologie sous-marine. Mais d'abord, je vais vous parler des missions au Liban. Et ensuite, je vais vous parler des missions un peu en Tunisie, donc depuis 3 ans, les missions en Tunisie. Et le Liban, par contre, ça va faire, on rentre dans notre 20e année. Donc ça fait 20 ans que nous fouillons en Tunisie. Pardon, que nous fouillons au Liban. Ça fait 20 ans que nous fouillons au Liban. On ne va pas au Liban par hasard, on ne va pas au Liban pour se promener, on y va parce qu'au départ, la ville de Perpignan était jumelée avec la ville de Tyr. Le jumelage est tombé en sommeil avec les différentes municipalités, avec je dirais des fois des hauts et des bas, mais actuellement on peut dire que le jumelage est en sommeil, mais nous on y va encore. Donc le point de départ c'est quand même ça, c'est le jumelage entre une ville, la ville de Perpignan et la ville de Tyr. Ensuite, il y a le hasard des rencontres, bien sûr, parce que de là, aller faire des fouilles alors que la ville est jumelée, ça ne nous était même pas venu à l'idée. Mais le hasard des rencontres, et c'est la vraie histoire, fait que nous avons rencontré un restaurateur libanais à Perpignan, qui en fait était originaire de Tyr et qui connaissait très bien la mairie. Il se trouve que nous fouillions déjà à Port-Vendre depuis longtemps et le contact a été pris relativement simplement en discutant en fait avec la personne. Il dit ben, si vous faites des fouilles, ça peut être intéressant de venir fouiller dans notre ville. Ben, on a dit pourquoi pas. Et ça c'était en 2001. Donc ça a commencé en 2001 cette histoire. La première mission était en 2003, donc c'était une mission de prise de contact. Et la vraie première mission de fouille, c'était 2004. Alors, bien sûr, ces travaux que je vais évoquer s'effectuent dans un cadre associatif au départ. Et après, derrière, bien sûr, il y a eu, depuis maintenant 6 années, le financement par une association, enfin, pardon, une fondation qui s'appelle la Fondation Honor Frost, dont vous voyez le logo au milieu en bas, là, et qui est une fondation anglaise. Donc Honor Frost était une archéologue qui a travaillé pas mal au Liban, et donc qui a légué, quand elle est morte, je dirais, sa fortune à sa fondation, et sa fondation maintenant continue les fouilles au Moyen-Orient, en particulier Palestine, Liban et Chypre. Voilà. Donc la situation est posée. Là, vous voyez un peu tous les différents logos. Donc l'ARESMAR, l'Association pour les recherches sous-marines à Roussillon, le CRESEM, qui est en fait le laboratoire auquel est rattaché l'ARESMAR au niveau de la fac, la Direction générale des antiquités du Liban, juste au-dessus, donc c'est le ministère de la Culture libanais. C'est elle qui délivre les autorisations de fouilles et de sondage au Liban. Sachez que pour la petite histoire, en 2004, nous avons obtenu la première autorisation de fouilles sous-marines. Le Liban n'avait pas de chantier sous-marin à son actif. Donc, évidemment, il a fallu quand même pas mal batailler au niveau administratif pour obtenir cette autorisation. Le terrestre était, je dirais, classique et couvert par les autorisations avec tout ce qu'il faut au niveau des équipes. Par contre, le sous-marin, pour eux, ça n'existait pas. Ils ne pouvaient pas... Enfin, c'était une première. C'était une première. Donc... nous l'avons fait, nous l'avons, je dirais, mené à bien, et c'est pour ça que nous avons pu continuer par la suite. En dessous, vous avez l'université de Perpignan. Après, vous avez la réserve naturelle de Tyr, dans le Tyr Coast Nature Reserve, qui est en fait la réserve. Tyr est constitué une réserve marine, dont en particulier connue pour la nidification des tortues. Donc, il y a énormément de tortues. Au niveau de Tyr, fait énormément, quelques-unes, mais chaque année on en voit, donc c'est toujours un plaisir de voir des tortues sous l'eau. Le Carreau, alors c'est une association canadienne, parce que comme nous travaillons, alors c'est une équipe franco-libanaise, mais beaucoup de Libanais, en fait, comme souvent, sont expatriés, et il se trouve que cette association, c'est une association canadienne, parce que la personne avec qui je co-dirige la fouille est un Canadien libanais. Donc voilà. Donc c'est son université, voilà, et son organisme, c'est le Carreau. Au niveau, bien sûr, la ville de Perpignan, qui a toujours été notre partenaire, donc qui continue à l'être, pas spécialement financièrement, mais moralement. Et on a essayé de renouveler le jumelage avec eux, mais c'est toujours pareil, reprendre un jumelage, même s'il ne s'arrête jamais, c'est quand même un peu plus compliqué. Bien sûr, la municipalité de Tyr, donc qui nous aide énormément au niveau logistique sur place et qui nous permet en fait d'avoir des contacts depuis des années et des années. Et bien sûr, la Fédération française de plongée, le petit logo avec l'amphore, c'est celle-là en bas, avec la commission archéologie.
Ici, vous avez donc la ville de Tyr, en gros, sans trop ces quartiers extérieurs, mais voilà, qui était au départ une île et qui est devenue après une presqu'île, et c'est sa configuration actuelle. Alors nous, notre zone de fouille se situe au niveau du A avec accent, donc mission sous-marine à Tyr. On est à peu près en dessous à ce niveau-là. Je reviendrai sur le détail un peu plus loin. Je vais vous présenter, pour ceux qui ne le connaissent pas, un peu le Liban. Alors, le Liban est un tout petit pays. Vous avez dû voir la carte souvent, en ce moment, pour le Liban, mais bon, c'est comme ça, c'est un tout petit pays. 10 000 mètres carrés, 10 000 kilomètres carrés, pardon, avec au nord comme voisin la Syrie et au sud, Israël. Ça fait partie des plus petits pays du monde. Hein. Ça fait 250 km du nord au sud et 70 km de l'ouest à l'est. C'est très petit. Par contre, dedans, c'est très riche parce qu'il y a des chaînes de montagnes, il y a de l'eau, il y a de la neige, il y a tout ce que vous voulez et tout ce que vous pouvez imaginer. Pour sa surface, on peut dire que c'est 3 fois moindre que la Belgique et c'est 2 fois plus petit aussi que son voisin du sud, donc Israël. Donc c'est vraiment un tout petit pays. Alors nous, on va se concentrer essentiellement sur la ville de Sour. Sour, c'est le nom arabe de Tyr. Tyr est le nom connu en français. En anglais, c'est Tyre, comme les pneus. Mais le Libanais l'appelle Sour. Donc elle est située à peu près à 80 km au sud de Beyrouth, en gros. Et on peut dire que sa population est composée en gros de 70 000 habitants. À l'époque, c'était à peu près la population, il y a un peu plus de 30 ans, de la ville de Perpignan. C'est pour ça que le jumelage avait été un peu fait dans ce sens-là. Alors, la ville de Perpignan est jumelée depuis 1997 avec la ville de Tyr. Donc ça commence à faire un long jumelage. Je vous ai dit, avec des hauts et des bas. Il y a eu pas mal de missions d'échange, en particulier sur tout ce qui était jardin d'enfants, des choses sur du concret. En culturel, il n'avait jamais rien eu, à part nous qui avons commencé au niveau de Tyr. Je vous rappellerai un peu de mythologie et l'Europe. Europe, c'est une princesse, enfin, dans la légende, c'est une princesse de Tyr. Je vous laisse lire, je ne vais pas parler en même temps, je vous laisse lire une partie. Europe, c'est vrai qu'on oublie souvent, mais elle vient du fin fond du Moyen-Orient, là-bas. Et bien sûr, à Tyr, comme en tout le Liban, il y avait des dieux. Et au Liban, dans la Phénicie, ça s'appelait les Baal, avec 2 A et un L. D'ailleurs, la revue d'archéologie du Liban s'appelle la revue Baal, le bulletin d'archéologie du Liban. Donc ils ont repris ça, c'est une très bonne idée. Alors il y avait des tas de dieux, un peu comme les dieux romains, donc il y avait des dieux pour tout. Les 2 grandes figures, on peut noter quand même le dieu Melkar et la déesse Astarté. Après il y a des tas de divinités, donc il y avait le maître des vents, tout ce qui était l'idée de ces dieux était des dieux protecteurs. Il fallait faire des offrandes à ces dieux, il fallait faire des tas de choses. Donc voilà. Bien sûr, comme dans tout le Liban est mentionné plus de 70 fois dans la Bible, et bien sûr beaucoup de textes relatent le Liban et toutes ces douceurs du Liban. Jusqu'à Pline qui parle de Tyr en termes de navires, de bateaux, il le compare à un bateau. Voilà. Alors là-dedans, il y a aussi le père Antoine Poix-de-Bar. Alors c'est un pionnier de l'archéologie aérienne, parce que grâce à ses photographies prises d'avion, donc il arrivait en fait à découvrir tout ce qui était structure, que ce soit des structures à terre et des structures immergées. Et c'est dans ces récits que l'on trouve la première fois la mention d'une structure immergée au niveau du port nord de Tyr. Alors, pour la petite histoire, le père Antoine Poix-de-Bar, en fait, avait été envoyé par la France au moment du génocide arménien pour recueillir c'était un jésuite, pardon, donc pour recueillir les réfugiés arméniens qui arrivaient au Liban, parce que la communauté arménienne est très nombreuse au Liban. Et donc, il avait fait des photos un peu de la Grande Syrie. Est-ce qu'il n'était que jésuite et, je peux dire, diplomate français? Non, il était sûrement aussi espion. Parce que les photographies aériennes révèlent des tas de choses et ça sert aussi
à savoir ce que fait l'ennemi ou se positionner. Donc oui, il a fait beaucoup de relevés photographiques, mais ce n'était pas que pour l'archéologie. Je dirais, le gros avantage de cet Antoine Paul Bard, c'est qu'en fait, il a permis parce qu'il est allé faire vérifier par un scaphandre pied lourd, justement, ces structures immergées. Donc il est allé jusqu'au bout de sa démarche, donc oui, pionnier de l'archéologie aérienne par ses photographies, mais aussi par sa démarche. C'est-à-dire qu'il est allé vérifier, enfin il n'est pas lui directement, mais il a fait faire vérifier par des plongeurs en scaphandre autonome, dans les gros pieds lourds, comme dans Tintin et le trésor de Rackham le Rouge. J'ai vu qu'il y avait des petites affiches qui traînaient sur les tables, voilà. Donc tout à fait ces pieds lourds-là, et il a fait vérifier un peu, bon, dans la mesure de ses moyens et de ses possibilités, mais voilà, il a fait vérifier tout ça. Et nous, pendant des années, enfin même encore maintenant, le môle, donc la structure sur laquelle nous travaillons, nous l'appelons le môle poids de barre. Alors c'est pas spécialement un hommage, mais c'est parce que comme c'est lui dans les textes qui a trouvé le premier, fait qu'il a dit le premier qu'il avait vu, donc nous on continue à l'appeler le môle poids de barre. Donc si j'emploie ce terme, c'est pas que ça lui est attribué, mais c'est quand même lui qui l'a trouvé en premier. Donc revenons concrètement sur Tyr. Alors ici vous avez donc Tyr, la ville de Tyr, avec son port nord, donc la partie du haut, et plus ou moins son port sud qu'on ne voit plus, puisqu'il n'existe plus, mais sur la partie du bas. Alors le port nord, vous voyez, il y a la digue actuelle. Après il y aura des photos de plus près, mais là je préfère expliquer déjà comme ça. Vous avez la digue donc, qui rentre à l'intérieur sur la partie rentrante. Alors j'ai pas de... non, je ne peux pas. Je vous aurais fait voir avec un pointeur, mais je n'en ai pas pris, hélas. Donc, la structure que nous étudions, en gros, est parallèle, complètement parallèle à la digue actuelle, côté mer. Elle fait 80 mètres de long et 12 mètres de large. Elle est composée de blocs, donc les blocs posés les uns sur les autres. Dimension des blocs à peu près 2 mètres de long, 1,82 m de long, et 60 cm de haut et 40 cm de large. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on voit au premier abord dès qu'on plonge les premières fois. Hop, pardon. Voilà, c'est la digue que vous voyez plus haut, là. Donc, la voilà concrètement sur le port de Tyr. Alors le port de Tyr n'est pas un énorme port commercial, c'est essentiellement un port de pêche, donc petit pêcheur, petit métier. Il y a une petite activité aussi de transit de voitures d'occasion, mais par bateau, donc ça vient un peu de tous les pays. C'est une activité très secondaire. L'essentiel est quand même plutôt, je dirais, la pêche et tout ce qui compte. Enfin, oui, pêche et un peu de loisirs, mais loisirs, il n'y a pas beaucoup de voiliers. C'est plutôt les bateaux à moteur qui promènent les gens. Loisirs de promenade. Il n'y a pas de voile. C'est comme ça. Donc petit port de Tyr, je dirais. Avec tous ces bateaux qui partent un peu dans tous les sens, les pêcheurs qui sont très attachés à la mer, les gamins savent plonger et savent gratter sous l'eau très facilement, donc ils récupèrent un peu tout ce qu'ils trouvent, tout ce qu'ils voient. Les premières missions ont été confrontées au problème du pillage, parce qu'il y a un pillage systématique des eaux de Tyr, de tous ces vestiges. Et par contre, il faut savoir que ce qui était dit, c'est que à partir du moment où c'est pêché par un pêcheur, c'est comme les poissons, ils ont le droit d'en faire ce qu'ils en veulent après derrière. C'était un peu la mentalité quand on est arrivé. Elle a beaucoup évolué, certes, mais au départ c'était un peu ça. Je suis un pêcheur, je ramasse quelque chose au fond, c'est comme le poisson. En gros, j'ai le droit d'en faire ce que je veux, même aller le vendre. Voilà. Alors, il faut savoir que pourquoi il y a autant de vestiges sous l'eau, parce que ça on y reviendra, mais une grande partie de la ville de Tyr antique est partie sous l'eau. Pour des problèmes sismiques, de montée des eaux peut-être, mais très légèrement, mais plutôt pour des problèmes sismiques. Donc en gros, une grande partie de la ville est partie sous l'eau. À partir de là, bien sûr, des vestiges se trouvent dans l'eau. Et potentiellement intéressants à vendre ou à troquer contre des choses, pour les pêcheurs locaux. Comme tout port souvent antique, la ville de Tyr possédait 2 ports, un port nord et un port sud. Pendant longtemps, on a pensé que le port sud était juste une zone de mouillage qui permettait, par des vents contraires, de pouvoir s'abriter. Mais de plus en plus maintenant, nous avons fait quelques investigations aussi sur le port sud, il apparaît qu'il y a quand même des structures au fond de ce port et qui pourraient tout à fait être des structures portuaires. Alors, quel genre? Pour l'instant, nous n'avons pas investigué sur le port nord, enfin le port sud, pardon, mais
c'est tout à fait possible. Alors, le port nord s'appelle plutôt le port sidonien, tout simplement parce que tourné vers Sidon, donc Saïda. Et le port sud était dénommé port égyptien parce que tourné vers Égypte. Mais ce port sud a complètement disparu aujourd'hui. Nos sondages, bien sûr, ont été exclusivement effectués sur le port nord. La première opération donc s'est déroulée en 2004, puisqu'en 2003, nous étions en gros en mission d'essai. Il fallait qu'on voit un peu le potentiel, je dirais, de la puissance du sédiment. C'est comme ça qu'on jauge un peu le sédiment sous l'eau. Donc il fallait voir un peu de quoi il en retournait, et surtout comment marchait l'administration libanaise vis-à-vis des fouilles. En France, on fait très bien comment ça fonctionne. Au Liban, on était, je dirais, totalement dans l'inconnu. Et même, je dirais, les autorités libanaises étaient dans l'inconnu, dans la mesure où c'est qu'on était les premiers à avoir demandé ça. Il y avait en anglais ça s'appelle des surveys, donc tout ce qui est prospection, mais avec visuel et peut-être quelques mesures, mais il n'y avait aucune opération de fouille, de grattage du sédiment. Ça n'existait pas. Donc, on a été un peu les premiers là-dedans, mais ça s'est très bien passé. Et les premières missions sont passées sous la direction, avec bien sûr l'autorisation de la Direction générale des Antiquités, du ministère de la Culture libanais. Et le responsable était Sir Descamps, qui est décédé depuis, mais c'était lui le responsable. Et j'ai eu la grande chance de pouvoir continuer après lui. Alors, 2003 et 2004, je dirais mission d'essai. On a été vraiment en mission d'essai. Donc, il a fallu, en gros, savoir comment on pouvait travailler, surtout avec quelles équipes. Donc, dès le départ, les équipes étaient franco-libanaises, avec des gens de l'université de Perpignan, quelques étudiants, mais au début, ils étaient rares, de l'université de Perpignan, et bien sûr, une équipe libanaise, essentiellement composée de personnel de la Direction générale des Antiquités, mais aussi de plongeurs locaux. Donc c'était à peu près une douzaine de personnes, ce qui a permis quand même d'avancer pas mal et de pouvoir faire des choses intéressantes au niveau des sondages. La première année, nous avons testé tout le matériel, donc nous avons configuré les motopompes, testé les motopompes, voir un peu le type d'embarcation qu'on pouvait avoir. Donc c'était des embarcations qui étaient louées au niveau des pêcheurs. Bien sûr, il a fallu trouver des financements, ce qui est normal, le nerf de la guerre. Et nous avons effectué en 2004 2 sondages. Donc les sondages étaient au niveau justement de ce mol. Le mol, je vais vous le faire voir, mais pas de suite. Juste, je vous rappelle un petit cas. Bon, alors après, bien sûr, nous avons fait des compléments d'études en 2006-2007, puisqu'une fois que le matériel était sorti, il fallait bien l'étudier. Donc il était hors de question de le ramener en France, puisque tout était déposé, en fait, au niveau des autorités libanaises, donc au niveau du ministère de la Culture libanais, la DGA, donc avec un dépôt sur Tyr, et des fois certains éléments sur Beyrouth. Mais on a appris par la suite qu'en fait tout avait été laissé à Tyr. Juste un petit calendrier qui vous rappelle un peu l'histoire de ce Sud-Liban. Nous, on est arrivé juste après le retrait de l'armée israélienne. Et tout était à faire au Liban. Tout reste encore à faire au Liban au niveau fouille archéologique sous-marine. 2000, retrait des troupes israéliennes du Sud-Liban. 2005, assassinat de Rafik Hariri. 2006, bien sûr, la première invasion israélienne. Et 2012, l'arrivée des premiers réfugiés syriens. Et tout ça ne perturbe pas notre travail, mais perturbe les relations qu'on peut avoir de la France au Liban. Et je dirais la vision que l'on peut avoir d'une fouille au Liban dans des années comme l'année 2006, où on y était juste après le retrait d'Israël. Je dirais ça complique les choses en disant aux gens, ben oui, on va partir faire une fouille au Liban. Mais ça a sauté là-bas. Ben oui, mais l'archéologie, on n'est pas là pour les bombes, on n'est pas là pour... voilà, on est relativement neutre, bien qu'on n'est pas neutre dans l'archéologie, mais bon, on est relativement neutre. Donc oui, ce qui explique aussi que ça fait peut-être 20 ans, mais on n'a peut-être pas autant de missions qu'on le voudrait. Mais c'est comme ça, c'est comme ça. Le pays est compliqué, la région est compliquée, donc voilà. Ces missions, au début, ont commencé, je dirais, avec des petits moyens. Maintenant, les moyens sont un peu plus larges, disons, comme la fondation Norfrost donne un peu plus de budget qu'au départ, donc c'est quand même intéressant. Donc, premier travaux sous-marins, donc en 2004, un peu plus de 150 heures de travaux sous l'eau, travail effectué, sur en gros un peu plus de 120 plongées.
qui ont été suivis après en 2005-2006, enfin 2006 pardon et 2007, sur des opérations d'études du mobilier et de tout ce qui avait été sorti. Alors les sondages avaient un caractère expérimental. Il fallait absolument qu'on sache jusqu'à quel niveau on pouvait descendre vis-à-vis de ce môle. Et bien sûr, ce môle s'est révélé très rapidement prometteur, dans la mesure où c'est qu'en plus, toutes ces pierres, elles étaient relativement, je dirais, taillées, donc c'était relativement bien taillé, pardon. Mais par contre, immédiatement est apparu des marques. Donc c'est que vous en voyez une partie à droite en bas, là, et c'est des marques de carrier. Alors, très sûrement, ce n'était pas des marques pour faire joli, enfin, même c'est certain, ce n'était pas des marques pour faire joli, mais ça avait plutôt peut-être un aspect comptable, savoir qui l'avait faite et combien, par exemple, en avait été livré sur le même jour sur le chantier. Ce qui permettait après d'avoir assuré une comptabilité. On peut tout à fait imaginer qu'où soit la comptabilité était faite avant, c'est-à-dire que la personne devait fournir, mettons, 5 blocs par jour, ou le groupe de carrier devait fournir 5 blocs par jour. Et à l'entrée, chaque fois, étaient notées les familles de carriers qui amenaient, et donc du coup, il y avait des grandes familles en fonction des marques. Ou alors c'était l'inverse, et chaque fois qu'il y avait une pierre qui arrivait, il regardait la marque, et ça lui attribuait un crédit à la famille de carriers ou au carrier qui devait travailler là-dessus. Notre grosse surprise a été en fait que nous avons absolument cherché partout qui avait, je disais, fait déjà un inventaire de ces marques de carriers, et nous avons trouvé personne. Il existe des carriers dans les carrières médiévales, donc au niveau de l'Allemagne, quelques-unes au niveau, mais là on est aussi sur des périodes plus tardives, donc plutôt du médiéval, au niveau un peu de la Grèce, et encore même pas. Mais rien n'a été répertorié ni inventorié là-dedans. Donc de suite, on s'est aperçu que en fait, le petit travail qu'on avait à faire et le gros travail général, c'était en fait de faire un inventaire de ces marques. Et bien sûr, essayer d'obtenir une classification après. Alors, dans les trous, les tranchées que nous avons fait, les excavations que nous avons fait, il est apparu rapidement, bien sûr, des tessons de poterie. Et ces poteries, bon, ben, il y avait différentes périodes. On était en fait sur des périodes relativement récentes. Il y avait quelques poteries intéressantes, donc en particulier les amphores phéniciennes. Bien sûr, en fonction de la profondeur à laquelle on travaillait, il y avait plus ou moins, je dirais, de poteries, et plus ou moins anciennes, plus ou moins roulées, pas roulées, etc. Donc là, sur les premiers sondages, en fait, vous avez un peu le type de poterie qui a été trouvé. Ça ne date pas le môle, parce qu'en fait, vous verrez par la suite, on a des marqueurs encore plus significatifs par rapport à la datation du môle, donc de cette digue. Et voilà le type de mobilier qu'on pouvait trouver. Et sur les indications d'un plongeur, qui dans les années 70 avait sorti ce type de mobilier, enfin de statuettes par milliers, il nous avait dit. On a trouvé toutes ces petites statuettes. Alors ces petites statuettes, vous voyez les échelles à côté, elles sont vraiment très, très petites. Elles font en gros une vingtaine de centimètres maximum de long. Elles sont très mal dégrossies. En fait, nous on pense que des statuettes qui étaient offertes, soit à l'arrivée ou au départ, pour remercier les dieux d'un bon voyage, ou pour remercier les dieux avant de partir, en espérant qu'on ait un bon voyage. C'est moulé rapidement, c'est joli, mais c'est pas complètement bien fait. Mais c'est joli. C'est en quelle œuvre ? Pardon ? La texture, c'est quoi ? C'est de la céramique. Voilà, on a fait des études de reconstitution, donc voilà, la céramique roulée qui a enfoncé dans un moule. Là, il y a eu différentes, je dirais, dans les fouilles terrestres a été trouvé plusieurs moules, donc voilà. Donc, pour l'anecdote, sachez que dans les années 70, quand les gamins sortaient ça, ils les vendaient après 5 $, ils allaient s'acheter des bonbons. Voilà. Mais le pêcheur qu'on a interviewé, qui est mort depuis, mais on connaît bien son fils, qui avait aussi, c'est lui qui vendait pour s'acheter des bonbons. Et lui, même son père nous avait dit qu'il en avait sorti des milliers. Ça sortait comme... Donc ça ne valait rien, donc c'est pour ça qu'il les vendait 5 $. Et avec ça, ils étaient contents d'acheter des bonbons, quoi. Voilà. Après, alors il existe en haut, vous avez des statuettes plus jolies et plus je
je dirais, plus fini, mais là, c'était peut-être un autre type d'usage. Voilà. Alors, pour l'instant, ça, ce ne sont que des hypothèses, et nous ne sommes pas retournés depuis 2004 à cet endroit-là, parce que nous avions affaire ailleurs, mais il est prévu peut-être dans les prochaines campagnes, peut-être d'y retourner, pour essayer vraiment de cerner le sondage, et surtout voir que la partie dans laquelle on a gratté en 2004 était déjà remaniée, c'est-à-dire qu'elle avait déjà été perturbée, et on pense que c'est l'endroit pile-poil où avaient gratté les pêcheurs dans les années 70. Donc, voilà. Alors, un premier article est paru dans la revue donc, Baal en novembre 2008. Il y a eu un deuxième article qui était un article complémentaire dans un hors-série. Et ça a permis, en fait, après de faire il y avait un colloque qui avait été organisé à Tyr, auquel nous avons participé, et ça a permis, en fait, de poser des marques, en fait, au niveau de l'archéologie au Liban. Les pierres utilisées, donc, pour cette construction, donc, ah oui, pour reparler du môle, sa largeur, en fait, est constante, sur les 80 mètres de long, alors exactement, ça fait 12 mètres 70. Et le môle est constitué en fait sur des blocs posés sur, enfin les blocs en parement sur les deux faces, quoi, donc c'est relativement bien constitué. C'est des blocs en grand temps pareil, donc de grosses dimensions, et posés sur champ. Ils ne sont pas posés à plat, ils sont posés sur champ. Et c'est un calcaire local, donc un calcaire local connu sous le nom de ramelé. Alors, il faut savoir qu'autour de Tyr et relativement proche du rivage, il y a pas mal de carrières, mais des carrières très petites. Donc, au pire, il devait sortir de là-dedans 4 ou 5 blocs. Mais on voit encore des traces de carrières actuellement sur le rivage, puisque le rivage, c'est des blocs. Donc, on voit pas mal de carrières de ce type-là sur le rivage. Et, à notre grande surprise, on en voit aussi dans l'eau. Alors, ces petites statuettes, pour en revenir juste un peu dessus, nous avons fait, bien sûr, des croquis, des dessins. Et là, nous avions fait, en fait, une espèce de fiche où c'est qu'on les voyait tous un peu par différentes tailles. Donc, ce que ça donne. Notre grande surprise a été quand même dans les fouilles jusqu'à l'année dernière, même dans les zones profondes, donc ce qui pourrait permettre peut-être de dater ces statuettes, mais contre le môle, nous avions trouvé des débris de ces statuettes. Alors, est-ce qu'ils ont été charriés par la mer? Peut-être, mais ça paraît quand même un peu bizarre. Par contre, c'était très fragmenté, plus fragmenté que celles que nous avions trouvées un peu à l'extérieur du sondage, mais c'était quand même fragmenté. Donc, est-ce qu'elles en font partie? On ne sait pas. Voilà la carte, le croquis, qui explique un peu nos travaux. Alors, ici, le grand trait noir en bas que vous avez là, c'est la digue actuelle. Juste au-dessus, eh bien, vous avez notre môle antique. Donc 80 mètres de long, 12 mètres de large. En Bordeaux, vous avez le premier sondage qui a été effectué, donc côté digue actuelle. Et après, tous les petits carrés que vous voyez à droite à gauche, c'est tous les sondages qui ont été effectués au fur et à mesure des années. Et en bout, donc le bout du môle, nous l'appelons le musoir, nous, c'est le bout, l'endroit où va buter la mer, donc voilà. Donc au niveau du musoir, nous avons eu la chance de fouiller maintenant il y a 4 ans dessus, et c'est là que nous avons pu voir la hauteur totale des blocs. En 2004, nous avions pu dégager que 3 blocs, une superposition de 3 blocs. Au bout, là-bas, il y en a 7. Donc il y a une superposition de 7 blocs. Sachant qu'ils font 60 cm chacun, et que maintenant tout cet ensemble se trouve en gros à, on va dire au bout, à 3 mètres en dessous de la surface de l'eau. Donc l'enfoncement est quand même conséquent, puisque ça a été construit. Est-ce qu'au départ ça a commencé dans l'eau? Très sûrement, mais si ce quai, cette digue, ce môle avait une fonction, bien sûr cela dépassait de l'eau. Alors, est-ce qu'on peut envisager qu'il y a eu un dépierrement, c'est-à-dire que certains blocs ont été pris? On pourrait. Par contre, la structure même fait que c'est peu probable dans la mesure où c'est que tout est en place et il n'en manque pas un endroit. Tout est au même niveau. Alors, pourquoi dépierrer, je dirais, méthodiquement et systématiquement un niveau, à part d'être, je dirais, un peu systématique, mais même à l'Antiquité, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui était aussi carré que ça. Je vais enlever la première, mais je finirai jusqu'à la dernière. Peu de chance, il y aura peut-être oublié une ou deux,
Donc apparemment, cette forme est entière et devait sûrement dépasser de l'eau. Peut-être pas de beaucoup, 60 cm pouvait suffire peut-être, pour servir de brise-lame ou de quai de déchargement, mais il y avait au moins un bloc qui dépassait de l'eau. Mais là, pour l'instant, tout ça est dans l'eau et c'est enfoncé dans le sédiment. Alors, 2023, vous voyez là, au niveau donc de la fin de la digue actuelle, il y a toute une tache rose. Et bien, ça, c'est les sondages que nous avons effectués en 2023. Et bien sûr, autour, des petits sondages sporadiques ont été faits, je dirais, à droite à gauche. Souvent, certaines ne les ont pas marqués dans la mesure où c'est que le rocher était très proche. Il y avait peut-être 10 cm de sable et après on tombait immédiatement sur le rocher. On aurait pu même vu à des endroits le balayer à la main, le sable qu'il y avait dessus. Là, bien sûr, absolument aucun vestige. Parlons de l'équipe. Alors vous avez l'équipe des 3 dernières années. Alors vous voyez, ça se passe dans la bonne humeur. Je ne vous dirai pas les noms de tout le monde, bien que je les connaisse tous. Mais voilà. Bien sûr, comme toute fouille archéologique, c'est essentiellement fait avec des bénévoles, bien sûr, et beaucoup après de débrouillardise, et après des gens qui ont envie d'aller peut-être voir ailleurs ce qui se passe, et dans des conditions des fois un peu spartiates, mais c'est normal aussi. Voilà, ça fait partie, je dirais, des conditions de fouille. Bien sûr, ce qui n'est pas... la chose sur laquelle on ne plaisante pas, c'est la sécurité, et bien sûr tout le matériel, et tous les détendeurs sont obligatoirement révisés et sont en état de fonctionner. On ne fonctionne pas, je dirais, avec tout et n'importe quoi. Il faut que ce soit carré. Pareil pour la manutention des blocs. On essaye de ne pas se faire mal. Parce qu'un fouilleur qui est malade ou une fouilleuse qui est malade, c'est une personne en moins. Et dans la mesure où les équipes sont réduites, c'est toujours bien d'avoir tout le monde en très bon état dans son intégrité physique et morale. Voilà. Donc, on essaye de faire des journées, en gros, les journées de fouille sont continues, c'est-à-dire qu'on commence le matin tôt, et vers les 15h, 16h, on finit. Là, on va manger, et après, l'après-midi, c'est un peu plus relâche, le temps de gonfler les blocs, de nettoyer, ranger le matériel et de voir ce qu'on a trouvé, les récoltes de la journée et voir qu'est-ce qu'on en fait et quel est le devenir. Bien sûr, nous avons travaillé aussi avec tout ce qui est la sédimentologie, parce qu'il y avait l'équipe de Christophe Morange à l'époque, mais après d'autres équipes derrière ont pris la relève, qui a permis en fait de repréciser certaines choses vis-à-vis des sédiments. Certaines parties sont du remanié, donc vous savez que l'action de la mer a joué beaucoup, mais aussi l'action des hommes, donc on retrouve pas mal de déchets au fond de la mer. On parlait tout à l'heure de déchets, mais oui, il y en a quelques-uns. Mais ça permet en fait d'arriver dans des zones où c'est que, justement, on sait que c'est une zone remaniée, il y aura peut-être des choses intéressantes dedans, mais on ne peut pas compter dessus vis-à-vis de la stratigraphie. Par contre, très rapidement après, quand on commence à creuser avec nos appareils des aspirateurs sous-marins, donc aspirateurs sous-marins à eau essentiellement. Et donc quand on commence à creuser avec nos appareils, nous apercevons très rapidement quand la couche est en place. C'est-à-dire tout simplement, ce n'est plus la même chose, c'est peut-être plus dense, le grain est différent et les objets sont vraiment, je dirais, pris dans une espèce de matte et c'est très bien. Donc là, on peut se dire, à ce moment-là, ça peut être intéressant. Vous avez un petit aperçu un peu du matériel que l'on charrie, donc il y a tout le matériel de plongée bien sûr, et le matériel de fouille, avec les cargaillages, les cadres, les marteaux, les pelles, les piquets, et bien sûr après le reste, les motopompes. Alors je vais vous faire voir bien sûr les conditions idéales de plongée, parce que voilà, nous sommes à côté du bord. La bouée que vous voyez là, c'est la bouée du site, qui commence là. Et bien sûr, quand tout va bien, que la mer est belle, bien sûr, alors j'ai pas pris de photo où c'est que c'est pas beau, mais en général, enfin, en gros, on part sur un mois, on a à peu près presque 3 semaines de beau temps, pas consécutif, mais en gros, c'est 3 semaines de beau temps, et souvent pendant au moins 7 à 10 jours, la mer est vraiment très agitée, l'eau est vraiment très sale, et comme on est à faible profondeur, on peut absolument pas travailler. En sécurité pour le matériel et en sécurité pour les hommes aussi. On pourrait dire, oui, on peut faire encore une couverture photo et choses comme ça, mais c'est inutile.
Donc bateau loué à des pêcheurs avec nos motopompes à bord. Et bien sûr, en général, on a 2 bateaux, un bateau pour les plongeurs, un bateau pour les motopompes. Mais souvent, des fois, on fonctionne qu'avec un seul bateau. Donc en plus d'avoir le soleil et une température d'eau très intéressante, puisqu'elle est à plus de 30 degrés, donc c'est quand même bien. Par contre, on a le bruit des motopompes, et ça c'est vraiment pénible. Mais bon, on n'a pas d'autre solution pour l'instant. Donc à côté vraiment, donc là quand je vous parlais de pillage, c'est vrai que on est vraiment près du bord, donc n'importe qui peut venir nous voir. Les gens voient ce qu'on fait. Bon, ça nous gêne pas en soi, on préfère expliquer plutôt que de cacher, parce qu'on s'est aperçu que souvent en cachant, les gens s'imaginent des choses, en particulier les trésors, les pièces d'or et tout le reste. Ça n'existe pas. Enfin, depuis le temps que je fais de l'archéologie, j'en ai jamais vu, mais bon, après, ça existe peut-être, mais c'est très rare. Marie-Pierre peut-être devra nous dire un mot là-dessus, mais moi, j'y crois pas, ça n'existe pas. Donc, c'est bien de démystifier un peu, mais ça fait partie aussi du mythe. Voilà, bon, ouais, c'est bien. Voilà nos motopompes, donc motopompes aspirateurs, enfin qui nous servent d'aspirateur sous-marin. C'est de l'eau en fait qui est pompée en surface, qui est renvoyée au fond, et grâce à des réductions, un effet Venturi, eh ben, ça nous crée une aspiration et ça permet d'aspirer le sédiment. Le sédiment, bien sûr, est recraché au fond, il ne remonte pas en surface. Bien sûr, l'opérateur qui est au bout du canon au bout de l'aspirateur, c'est lui qui a à lui de maîtriser son aspiration et de voir qu'est-ce qu'il peut laisser passer ou ne pas laisser passer dans son tuyau. Donc voilà un peu les conditions idéales. En bas au milieu, quand même, je vous ai mis une photo où c'est qu'il y a un peu de houle, mais ça arrive aussi. Avec un ciel bien nuageux, oui, ça arrive aussi. Alors, l'eau est quand même très chaude, mais la visibilité est de 0. Et quand je dis 0, c'est 0. L'avantage, c'est qu'avec les courants, après, rapidement, la visibilité revient. Donc, en gros, si vous avez une journée comme ça, le lendemain, ça ne sera pas très clair, mais 2 jours après, c'est de nouveau très clair. Voilà. Donc, vous voyez la photo du bas à droite, pardon. Donc, un bateau pour les plongeurs, un bateau pour les motopompes. Les 2 motopompes tournent toute la journée. Ça fait beaucoup de bruit. On est à côté aussi, le bâtiment blanc que vous voyez juste derrière, il y a un hôtel. Plusieurs fois sont venus se plaindre qu'on faisait du bruit. C'est normal, c'est de l'archéologie. Bon, voilà. Alors on n'est pas là tout le temps, mais on essaye de commencer pas trop tôt le matin. Mais en général, vers 15h, 16h, on a fini, parce que les humains sont épuisés après avoir fait le 2 tours. Quand on n'est pas profond aussi, on plonge longtemps. Donc en gros, des plongées de 2 heures. Et après, il y a toute la manutention à faire. Voilà une photo prise de la surface vers le fond. Vous voyez, on n'est vraiment pas loin. Avec les tuyaux d'aspiration, enfin les tuyaux d'eau qui renvoient l'eau au fond et nos canons et nos aspirateurs sous-marins en bas. Alors je vous fais voir des vues globales. Là. Ici, bien sûr, tout l'attirail de l'archéologie sous-marine. Donc l'aspirateur sous-marin avec la cagette et son parachute pour remonter les tessons ou tout simplement pour déplacer les cailloux. Et là, vous voyez en fait des assises, donc différentes assises. Alors là, vous en voyez 3. 1, 2, 3, là. Et donc, sachez qu'en dessous, là, au niveau de la partie, donc, la partie musoir, donc la partie en bout, là, il y a 7 assises comme ça. Donc oui, c'est des gros blocs. Sachez qu'on... estimés, ils sont à peu près à plus de... une tonne. Ils doivent faire 1 tonne chacun. On a déplacé pas mal, parce qu'il fallait qu'on puisse descendre en toute sécurité sur les parties basses. Donc on a déplacé quelques-uns, et avec 2 parachutes de 500 kg, des fois ça ne suffisait même pas. Voilà. Donc il fallait qu'on rajoute des parachutistes. Bien sûr, toutes ces opérations de levage sous l'eau sont quand même, je dirais, pas données à des novices. Il faut absolument que ce soit face à sécurité. Et bien sûr, si on doit passer par-dessus les tuyaux ou par-dessus des plongeurs, le plongeur sort, le tuyau, on essaye de ne pas l'écraser aussi, parce que c'est de la perte de temps, et ça casse, et voilà. Rapidement le fonctionnement, vous voyez le tuyau rouge qui arrive, donc au niveau de ce tuyau rouge, après il va y avoir une réduction du diamètre, cette réduction va créer une accélération, et donc au niveau du petit tuyau gris souple qui repart là, vers justement le plongeur avec ses bulles, et ben c'est à ce niveau-là que se fait l'aspiration. Et après, tout ça, l'aspiration se fait par là, et tout ça est rejeté au bout du canon de l'autre côté. Et le canon, bien sûr, il est conseillé, même je dirais c'est logique d'aller voir de temps en temps si on n'a pas fait passer quelque chose, mais ça fait partie, je dirais, des missions de l'opérateur, une fois qu'il a gratté un peu, d'aller voir au bout du canon de la suceuse, voir ce qui se passe. Surtout que là, la profondeur est faible, et c'est bon. Aucune des photos que vous voyez, enfin là, si certaines ont été retouchées, mais pas celle-là, il n'y a pas eu de... C'est la qualité de l'eau.
Il n'y a pas eu de filtre particulier appliqué. Voilà. Peut-être un peu pour les rouges, non, même pas. Non, pas ceux-là, non. Voilà. Mais, des fois, on rehausse un peu les couleurs, mais au niveau visibilité, c'est ça. Voilà. Donc ici, ce qu'on peut voir un peu, là, une fois qu'on travaille, c'est vrai qu'on perturbe un peu l'eau, donc les sédiments, ça devient un peu plus turbide, disons, mais encore, c'est plus que raisonnable. Et là, vous voyez la difficulté, après, de s'enfoncer dans ces trous, puisque là, vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4 assises, et il y en a encore 3 autres dessous. Donc, plus on descend, plus ça devient un peu un entonnoir, mais là, après, il faut élargir, justement, pour être en sécurité. Et ça, je dirais, ces élargissements sont très chronophages. Parce que, justement, il faut creuser dans du sédiment qui n'est peut-être pas spécialement ce qu'on voulait faire au départ. Mais après, c'est comme ça. Alors, au cours des 3 dernières années, j'ai des chiffres à vous donner. Il y a à peu près un peu plus de 500 plongées qui ont été effectuées pour, en gros, plus de 630 heures de travail sous-marin. Quand on pense que cette jetée mesure 80 mètres de long et 12 mètres de large, que nous avons fait que des petits points, nous avions fait une estimation, je crois qu'on a exploré que 9% du môle. Donc on n'est pas tout à fait à 10%, mais on est 9%. Alors est-ce que de là, vous allez dire après, est-ce qu'on peut déduire des tas de choses, ces 9%? Oui. On peut, je dirais, imaginer des tas de choses. On pense que, par exemple, que toutes les pierres sont marquées. Alors, toutes les parties hautes, une grande partie a été érodée par l'érosion de la mer et peut-être, je dirais, après l'activité humaine, qui a peut-être à un moment gratté ou essayé d'aller voir ce qui se passe. Et on pense que toutes les pierres ont été marquées au moins d'un côté, sur une face. Est-ce qu'on a pu le constater? Non, parce qu'il y a une face intérieure et une face extérieure, donc celle qu'on voit c'est bien, mais creuser de l'autre côté pour aller vérifier si elle est marquée, ben, il y a peu d'intérêt. Après, par contre, ce qui est intéressant, c'est quand même d'essayer d'avoir une espèce je dirais, d'inventaire, pour après, si les fouilles se prolongent et que d'autres trous sont faits, on puisse, je dirais, augmenter les types de marques. Est-ce qu'il y en a d'autres, des nouvelles qui vont apparaître? On ne sait pas. On verra bien. Le potentiel linéaire de la recherche de toutes les marques, si on remet ça en linéaire, donc je n'ai pas parlé de hauteur, je parle de linéaire, on est à 340 mètres linéaires. Puisqu'il y a, en fait, il y a deux côtés, puisqu'il y a une rangée côté port, une rangée côté mer, et il y a le musoir mais du coup, ça fait 4 faces, en gros, de chaque côté. Donc là, on a estimé l'ensemble à 340 mètres linéaires. Et nous, on a estimé notre linéaire parcouru, on n'a fait que 32. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas tout à fait à 9%. Enfin, on est à 9%, pas 10%, donc 32. Alors, nos résultats sont certes modestes, mais il fallait quand même partir sur des bases. Alors ça, c'est une prise de points avec un théodolite à terre, donc pour justement s'assurer que nous sommes bien au bon endroit et avec des mesures précises au niveau de cette implantation du môle et du reste. Alors ici, à gauche, vous avez donc un plongeur qui maintient une pige au fond. Alors ces piges ont des petites bulles pour maintenir la verticalité, et le plongeur surface qui est en haut, là, qui essaie aussi, avec des petites bulles, de maintenir la verticalité, pour qu'il y ait un miroir, et il y a un théodolite à terre qui prend pile poil la mesure. Bien sûr, ça on le fait en général, je dirais, l'avant-dernière semaine ou la dernière semaine, dès qu'on a bien tout dégagé, et qu'on sait exactement quels points sont intéressants pour nous de relever, puisqu'après, nous, on va rentrer ça dans les images, puisque nous allons faire des images pour de la photogrammétrie, et nous allons après pouvoir géolocaliser tout ça dans l'espace au niveau des cartes. Alors ici, pourquoi je vous ai fait voir ces deux photos à droite et à gauche? Parce qu'en fait, la photo d'en bas, en fait, vous avez les blocs qui sont directement posés sur la roche. Et ça, c'est le début, en fait, du môle. Donc, il finit à 7 assises au début et il commence à 2. Mais les blocs, les premiers blocs que vous voyez là, où c'est qu'il y a la mire est posée. En fait, dessous, on ne le voit pas trop, c'était plus dégagé, mais le temps de faire les photos, ça se remplit rapidement avec les sédiments. Mais en fait, c'est de la roche. Et c'est la roche naturelle, quoi. Donc, c'était le départ.
Et au-dessus, là-haut, là, alors vous voyez aussi pareil, les situations dans lesquelles on travaille, ça paraît au niveau du début. Donc là, le bloc qui apparaît devant, en fait, c'est un bloc qui est posé sur la roche aussi, et les deux blocs sur le côté sont posés sur la roche. Mais on s'est aperçu rapidement qu'en fait, la main du plongeur, là, en fait, elle est posée sur un autre bloc aussi. A priori, il y avait une autre rangée ou un bloc qui est tombé, qui était côté mer. Là, on est côté mer. Donc oui, des choses un peu étranges et bizarres, mais c'est toujours intéressant. Alors ici, vous avez des vues photographiques du musoir, donc le bout, là, le fameux bout, le bout carré qui revient, avec toutes ces marques de carrier, donc en différents types, en flèche, en carré, il y a un peu de tout comme marque. Certaines sont répétitives, d'autres non. Elles sont agrémentées, chacune peut être différente, mais on peut faire ça avec différentes familles. Alors là, on est sur des photographies normales. Celles-là n'ont pas été spécialement retouchées non plus. Voilà. Je ne sais pas comment ça apparaît sur le... Oui, c'est relativement peut-être un peu surexposé, mais sur l'ordi, c'est moins surexposé. Le but étant, nous, au musoir, était absolument de savoir sur quoi était posé ce mol. Alors, nous avons descendu au-delà de la 7e rangée, et en dessous de la 7e rangée, nous sommes tombés sur une espèce de substrat caillouteux, donc pas spécialement des blocs, pas spécialement de la roche, une espèce de mélange cailloux, c'est pas des galets non plus, comme du beach rock fragmenté, donc une espèce d'agglomérat, mais même pas, c'est pas très joli, voilà, on s'attendait à mieux, mais c'est comme ça, c'est comme ça. De même, au niveau de la transition avec la roche et les blocs, nous pensions qu'à un moment, ceux qui avaient construit ce mol avaient taillé dans la roche pour poser un bloc. Eh bien, absolument pas. Les blocs étaient simplement posés dessus. Bon. Alors, je ne dis pas qu'on a été déçus, mais on s'est dit, bon, ça aurait pu être intéressant s'il y avait une espèce d'encoche ou qu'ils avaient posé quelque chose. On n'en a pas trouvé. Bon, ben, c'est comme ça. Ils devraient travailler comme ça à l'époque. Donc ici, alors vous voyez un peu, il y a un éclairage particulier sur la photo du bas, avec des tas de petits points lumineux. Sachez que ça a été très embêtant pour nous, ces points lumineux, parce qu'en fait, c'est l'éclairage du soleil. Et pour la photogrammétrie en particulier, la photogrammétrie, ça consiste en fait à faire une couverture photo, et après de rentrer ça dans un ordinateur, et il va restituer une image en 3D. Et ça permet, après la fouille, de pouvoir y replonger dedans. Ça a une précision terrible, c'est, je crois, de l'ordre de, allez, on va dire, moins d'un centimètre. Donc, ça a une précision même supérieure en fonction des qualités des images que vous allez prendre et du résultat attendu. Ça permet après peut-être de faire des copies, des reproductions, mais pour nous, c'est essentiellement un but scientifique, c'est-à-dire on a travaillé dessus, on a fait des films, on a fait des photos, mais si on veut vraiment revenir dessus pour y plonger dessus tel que pendant qu'on travaillait, ben c'est très bien parce qu'on peut y retourner et revoir des tas de détails qui nous avaient complètement échappé. Donc les photos que vous voyez là, c'est des photos classiques. Et voici, après 700 clichés plus tard et 2 jours de calcul, parce que oui, les ordinateurs, en fonction de leur puissance, comme là-bas on travaille les ordinateurs portables, malgré qu'ils soient puissants, ça a quand même plus de 2 jours de travail. Donc ceci est une photographie en fait réalisée par ordinateur, et là j'ai pas de modèle à vous faire voir, mais si j'avais le logiciel sur mon ordinateur, j'aurais pu en fait rentrer dedans et vous faire tourner dans le sondage. Donc ceci est une première. Donc, vous voyez les mires, donc les mires servent à donner une hauteur, la mire fait 1 mètre de haut à peu près. Enfin, même, elles font 1 mètre de haut, pas à peu près. Et là, vous avez des blocs. Donc, les blocs, vous voyez, et vous voyez les blocs du bas, certains sont en avant. Alors, la question s'est posée, c'est comment ça se fait qu'ils sont en avant? Eh ben, nous, on pense tout simplement qu'ils ont été posés comme ça, et comme après, il était très difficile de les manipuler, ben, ils ont été laissés comme ça. Et si la fonction était assurée, ben, ils restaient comme ça. Voilà. Alors après, ils penchent un peu, oui. Alors, est-ce que ça peut être dû à la sismicité? Ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais bon, on pense aussi qu'ils ont été posés comme ça. Si l'ensemble est penché, on peut dire que c'est peut-être une action due à des séismes. Mais si tout est à peu près droit et qu'il y en a un qui est penché à un moment, ben, là non, c'est qu'en fait on pense qu'il a été mis penché. On ne voit pas pourquoi le bloc du milieu serait penché et les autres ne seraient pas penchés. Mais ça, c'est, je dirais, nos hypothèses à nous, mais très sûrement facilement vérifiables. Après,
vous voyez, ils ont à peu près tous les mêmes dimensions. Et là, on aperçoit, par exemple, il y a, au milieu, là, il y a une flèche, ou un trident, c'est plus joli qu'une flèche, un trident, dans l'autre sens. Et vous avez un bloc qui est peut-être un peu plus mince. Ben oui. Alors, c'est rare, ils sont quand même relativement tous calibrés. Parce que je pense que quand le constructeur, enfin, le réalisateur de cet ouvrage a demandé des blocs, il a peut-être fourni des dimensions. Par contre, il a peut-être, à des endroits, il a fait peut-être des blocs plus minces, et peut-être qu'ils sont servis des blocs un peu plus minces à ce moment-là. Alors, aucun de ces blocs n'a du ciment, ou rien n'a été maçonné. Ils sont posés les uns sur les autres. Donc, pas de traces de maçonnerie, pas de traces de mortier, pas de traces de lien, pas de coin, rien. Ils sont simplement posés. Une autre photogrammétrie du site, là un peu plus vue par-dessus, et là, si j'avais le logiciel, je pourrais faire plonger à l'intérieur. On pourrait descendre jusqu'en bas. On s'est, je dirais, on s'est appliqué à pouvoir prendre les photos jusqu'en bas. Alors, je ne vous dis pas les péripéties des photos, la tête la première, l'appareil devant, bien sûr sans éclairage, parce que tout éclairage qui n'est pas naturel, en fait, brouille le logiciel, ça fait des ombres, ces ombres portées ne sont pas reconnues, donc c'est un vrai bazar. Et les moyens qu'on avait trouvés là, c'est de prendre les photos très tôt le matin. Alors là-bas, ça faisait... Alors par rapport à l'heure d'ici, c'était 5 heures du matin. Donc le soleil se lève vers 6 heures à peu près. Donc on partait à l'eau à 6 heures, avant que le soleil se lève. Ou alors l'idéal pour la photogrammétrie, c'est les ciels nuageux. Comme ça, la lumière est diffuse. Le soir tard, la luminosité a tendance à baisser, donc c'est moins bien. Mais le matin tôt, c'est pas mal. Le soleil est rasant, donc ça permet en fait un bon éclairage. Tout ce que vous voyez là n'a pas été retouché au niveau lumière, parce qu'à partir du moment où on retouchait des lumières au niveau de la photogrammétrie, ça ne fonctionne plus. Pareil, ça crée des ombres, ça crée... Et du coup, l'appareil est perdu. Donc, c'est quand même beaucoup de travail de cliché, donc la prise de vue, c'est peut-être le plus long. Après, bien sûr, l'ordinateur calcule, mais lui, c'est pas du temps d'humain, c'est du temps d'ordinateur, donc voilà. Et après, ben, la restitution, bien sûr, il y a des filtres, il y a des choses à appliquer, mais ça, je dirais, c'est très bien vis-à-vis de la restitution globale, et surtout pour revenir dessus après. C'est tellement précis que vous voyez les points blancs que nous avons mis là, c'est des points qui ont été après mis dans qui ont été repérés avec le théodolite à terre pour des mesures précises. Et donc du coup là on sait exactement l'orientation, on sait tout, on peut vous positionner très précisément tout ça sur une carte, sans aucune difficulté. Alors, je vous ai pas dit, mais tout ce que je vous parle pour l'instant, en fait, devait être dans l'article de la revue Baal, qui devait sortir en 2022. Pour des raisons économiques et le reste, la revue n'est pas sortie. Et en fait, c'est pour ça que j'en ai parlé tout à l'heure à notre preneur de son et ingénieur. Il y a une partie qui ne pourra pas être diffusée. Parce que la Direction générale des antiquités du Liban, tant que l'article n'est pas paru, refuse qu'on communique dessus. Donc ce que vous voyez là, c'est un peu, je dirais, une avant-première. Mais vous pouvez les bruiter, il n'y a pas de problème. Une partie de l'article est passée. Mais la deuxième partie, donc ce que je vais vous parler à partir de maintenant, ça, c'est pas passé, par exemple. La photogrammétrie de l'ensemble n'est jamais sortie. Donc, pour ça qu'on est un peu timide à en parler sur des revues à droite à gauche, parce que tout simplement, tant que la DGA, elle a l'exclusivité de cet article-là. Bon. Mais je vous dis tout ce qu'on a trouvé, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais cette photogrammétrie-là, par exemple, ne passera jamais dans une... Enfin, ne passera jamais. Dès qu'ils auront décidé de publier l'article est fini, il est sous presse, il est prêt à tirer. Mais pour des raisons budgétaires, on leur a même suggéré de faire une édition en ligne. C'est pas comme ça qu'ils travaillent, ils font une édition papier et après ils vendent l'édition papier. Donc c'est la revue Baal. Ils en sont à la revue Baal, alors nous c'est le 11e, j'ai plus le nom, mais je crois que j'en parle après. Mais il devait sortir en 2022 et pour l'instant il n'est pas sorti. Et vu la situation au Liban, je dirais qu'il n'est pas prêt de sortir. Voilà. Donc, en attendant, alors on communique un peu dessus, mais on communique discrètement. Voilà encore une photo un peu plus rapprochée de la photogrammétrie. Donc vous avez bien compris le concept. On prend des tas de photos en alignement, le plus à plat possible vis-à-vis de la structure. Et après, tout ça est donné à manger à un ordinateur avec un logiciel. Et tout ça est restitué en 3D après derrière. Encore des photos, photogrammétrie, vue du dessus.
Alors vous voyez, c'est quand même... Enfin, alors l'avantage, avec les caméras numériques actuelles, un peu comme avec les téléphones maintenant, on fait des tas de photos et de très bonne qualité. Donc ça permet en fait d'avoir une restitution énorme. Par contre, après derrière, comme ces photos sont très grosses en taille, il faut bien sûr des machines très grosses à pouvoir les gérer au niveau informatique. Donc ça prend du temps, c'est un peu long, et voilà. Mais bon, en attendant, ça permet d'avoir des beaux résultats au final. Quelques marques. Alors le trident tout seul, le trident avec son bloc à côté, un peu plus mince, comme je vous ai dit tout à l'heure. Des croix, donc une croix basique avec une barre par-dessus. Des croix simples, on a trouvé... Après, je vais vous parler un peu de cet inventaire de marques. On a trouvé un peu de tous les types. Et en 2023, on a trouvé notre première marque ronde. C'est-à-dire que la personne, c'était un beau rond. Donc, au départ, on pensait que c'était des traits vite faits, tac, tac, un coup de burin, et que ce soit fait en 3 traits ou autre, c'était plutôt des traits droits. Et là, l'année dernière, on a trouvé la première fois une marque ronde. C'est la seule qu'on ait, elle est ronde. Voilà. Est-ce que... on s'était posé la question, c'était des marques rapides, mais là non, il y en a un qui s'est embêté à faire une marque ronde. Bon, très bien. Alors, elles n'ont rien d'artistique, elles sont faites essentiellement sur une face d'un bloc. Elles sont relativement bien faites. L'outil est toujours à peu près le même utilisé, une espèce un burin. C'est relativement pas fini, c'est vite fait, quoi, mais c'est intéressant. Alors là, pareil, ce type de marque-là, c'est une partie du catalogue qu'on propose. Nous avons fait en fait en différents modèles. C'est-à-dire pour nous, il y avait des choses qui se rapprochaient de l'alphabet phénicien. Donc vous en avez des symboliques sur la partie gauche, là, voilà. Donc, on dit bien se rapprocher. Il y en a certaines, oui, mais d'autres, non. Le Aleph en particulier, oui, lui, ça c'est très, très caractéristique de l'alphabet phénicien. Par contre, le reste, peut-être un peu plus loin. Et après, on a toute une symbole, des nombres peut-être, alors des croix, des barres. Et après, alors des choses un peu plus bizarroïdes. Alors ça, c'est les premières constatations qu'on avait faites pour l'article, mais comme entre l'article et la parution, il y a eu 2 opérations en plus, en gros, depuis, on en a d'autres. Mais comme l'article est passé, je vous fais voir ce qu'on a trouvé pour l'article. Le reste, ça sera dans le prochain article qui devrait paraître en principe l'année prochaine, mais il faudrait déjà que le premier sorte et on verra pour le second. Voilà. Enfin, pour le 4e. Mais voilà. Donc, c'est une proposition de classification que nous allons étoffer. Nous avons essayé systématiquement de la mettre avec une photo, mais là aussi, pareil, on s'est aperçu que certaines photos nous manquaient. Alors, on ne sait pas pourquoi, mais c'est des ratés comme ça. Là, en particulier, vous avez sur le non identifié, là, celui-là, on a raté la photo. Alors, toutes les marques que vous voyez là, on a aussi à peu près le nombre. Donc, par contre, certaines de ce que nous avons vu, alors je vous répète que nous avons vu que 10%, donc certaines sont uniques, mais souvent certaines se répètent. Alors, est-ce qu'on est dans la zone où c'est que celle-là se répétait et que de l'autre côté, il y en a plein qui se répètent aussi? Très sûrement, mais il faut bien commencer par quelque chose, donc on en est là. Voilà. Alors, les traits droits, ben oui, ça peut être un nombre aussi. Les croix, ben oui, ça peut être aussi de l'alphabet phénicien, parce que nous, on les regarde dans un sens. Mais peut-être quand le Carrier ou l'équipe de Carrier l'a fait, peut-être qu'il l'a travaillé dans l'autre sens. Donc du coup, ça peut être tourné. Alors voilà, oui, alors là, nous, on a fait l'alphabet phénicien dans le sens et dans le sens de la photo. C'est la photo dans le sens où on a trouvé la marque. On aurait pu retourner le bloc pour que ça corresponde à l'alphabet phénicien, mais on ne l'a pas fait, bien sûr. Alors, la synthèse des marques, en fait, pour nous, on couvre plus de 30 marques. Il y a 30 marques de types différents. Jusqu'à présent, donc jusqu'à l'année dernière, on en était à 10 identifiés avec des variations. Donc nous, on a attribué 10 types de marques et à côté, on a fait des variations. Par exemple, celui où c'est qu'il y a marqué possibilité de nombre, est-ce qu'on ne peut pas le rapprocher de celui d'en dessus? Oui. Pour nous, c'est le même ensemble, mais c'est, je dirais, une variation, un trait en plus. Mais la marque initiale est la croix, et en dessous, on rajoute une trait.
Et là, dans les variations, oui, on a quand même quelques variations qui sont intéressantes. Elles sont souvent répétitives, mais d'autres, ce que je vous dis, sont uniques. Il n'y en a qu'une, mais peut-être liées ailleurs et après. Juste une info. Ce que vous appelez le trident, chez les compagnons, ça s'appelle la patte-doigt. Oui. Et comme vous savez que le compagnonnage, traditionnellement, vient d'Iran, donc de là. Oui, mais la première fois, quand on était avec les étudiants, quand ils ont vu ça, ils disent, tiens, il y a une flèche, ils disent que c'est sur la droite. Ils disent, un peu plus d'imagination, peut-être. Partez sur un trident, c'est plus joli, c'est plus poétique. Mais une flèche, pourquoi pas une flèche, oui. Partez là-bas. Mais on avait trouvé ça rigolo, parce que mais c'est une flèche qui indique là-bas. Oui, pourquoi pas. Mais après, tout est possible. Hein. C'est des signes tellement généraux. Alors après, c'est vrai que les signes du bas, là, donc au niveau de l'alphabet phénicien, oui, c'est quand même très proche de l'alphabet phénicien. Mais est-ce que ça en est? On ne sait pas non plus. Je ne parlais pas le phénicien et je ne sais pas comment ils écrivaient non plus. Mais ouais. Alors, ça date de l'année dernière. Pour vous montrer la complexité de certaines marques, ça c'est les dernières qu'on ait trouvées. Alors celle de droite, ça rejoint peut-être une que vous avez déjà vue, mais alors celle de gauche, là, la petite en marron, celle-là, il s'est vraiment embêté, quoi. Il y a deux traits verticaux, il y a deux petits traits qui partent sur le trait verticaux, il y a un trait en bas et il y a un autre trait en bas. Il y a deux traits qui partent en forme de pied en bas. Alors, celle-là, enfin, on s'est dit, lui, il a bien fait voir que c'était la sienne, quoi. Ça, alors peut-être qu'il y en a d'autres, hein, mais nous, on a trouvé que celui-là. Mais une marque, ça a été trouvé l'année dernière. Donc voilà, des marques très complexes. C'est pas juste un trait. Donc, alors, de quel type de famille de carrier il devait appartenir lui, je sais pas. Mais voilà, marque complexe. Voilà. Mais c'est pour ça que, alors, comme je reviens dessus. Sur notre linéaire, ben oui, au bout d'un moment, peut-être que sur le 9%, tout le reste est complètement différent, ou se rapproche, ou il y a d'autres marques qu'on n'a pas trouvées, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Par contre, il faut bien commencer par un inventaire, c'est ce que nous avons fait. Je reviens sur celle-là, en fait, au niveau donc, du tout début du môle, donc la jonction avec la Terre. Et donc là, pareil, au niveau d'un bloc directement posé, et là vous avez un bloc sur la droite là qui est posé directement sur le bichoc. Et on s'est aperçu, en continuant de l'investigation, que dans le bloc que vous voyez en bas là à droite, hein, qui est posé aussi sur le roc, en fait vous avez un petit caillou au milieu. Et en fait ce petit caillou au milieu, c'est nous qui l'avons mis pour protéger en fait ce que nous avons vu, qui nous a ravis d'avoir trouvé, c'est un pieu en bois, avec deux languettes sur le côté. Vous le voyez en haut, vous le voyez en différentes phases. Là, vous voyez la plongeuse, là, l'étudiant qui est en train de mettre la mire pour qu'après on puisse faire une couverture photo. Donc voilà, ça c'était dans le bloc. Dans un bloc creusé à 40 cm. Ouais, non, pas tout à fait la moitié, c'est pas la moitié. Donc le bloc est assez grand, donc 1,80 m, 2 mètres de long. Il fait les mêmes dimensions que les autres. Et là, sur le côté, donc posé en latéral par rapport au môle, à l'ensemble, donc un trou avec un pieu, et le pieu tenu par deux languettes. Alors bien sûr, nous n'avons pas essayé d'extraire ce pieu, parce que ce n'est pas dans les méthodes d'aller extraire immédiatement. Par contre, nous avons pris un échantillon pour le carbone 14. Donc, nous avions trouvé donc, des poteries qui étaient apparentées. Donc là, c'est les dernières découvertes. Alors ça, c'est vraiment un peu de l'exclu. Donc on est sur des poteries de l'âge du bronze. Donc en gros, sur la référence sur Bicaille, donc une céramiste qui a travaillé pas mal au Moyen-Orient et qui a fait de tout ce qui est analyse en terrestre, elle a fait ses études en terrestre. D'après le céramologue qu'on a fait intervenir au Liban, ce qu'on a trouvé cette année, enfin l'année dernière, pardon, 2023, ce qu'on a trouvé en 2023, en terrestre, ils ne l'ont pas vu. C'est-à-dire qu'ils ont des fragments tout petits. Nous, on a quasiment des formes entières. Hein. Et il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Et la datation, on est en moins 750, moins 800 avant Jésus-Christ, pour ces poteries-là. Donc, ça va très bien. Et le gros avantage, c'est que là, alors les conditions étaient un peu particulières. Nous avons que ces clichés-là à vous montrer parce que la mer était démontée. Bien sûr, c'est des découvertes qui ont eu lieu 3 jours avant la fin. Donc, hors de question de les sortir, parce qu'il nous aurait fallu une semaine de plus
pour sortir ça, je dirais, de manière carrée et scientifique. On a tout laissé en place et on a recouvert, on a pris quelques photos, on a pris quelques mesures, quelques échantillons quand même, il a bien fallu, je dirais, en prendre quelques-uns. Et on a recouvert ça de sacs de sable pour essayer de le protéger de l'assaut de la mer. Là, on est à moins de 2 mètres sous l'eau. Après, en avoir creusé, après à 50 cm dans une zone très dense. Quand on est arrivé dessus, même au début, on s'est dit, bah là c'est râpé, c'est tellement dur que c'est pas la peine. Et en fait, juste après le dur est apparu ça. Et puisqu'on est plusieurs à l'avoir vu, donc avec mon collègue et ami Bob, là, on en a vu au moins une dizaine. Elles sont en place, elles sont posées. Est-ce une épave ou un dépotoir? On n'en sait strictement rien. On n'a pas dépassé le seuil de les avoir vus. Quand on a vu ça 3 jours avant de finir, enfin 4 jours exactement avant le décollage de l'avion, voilà, qui décollait le 8 octobre de l'année dernière. Donc voilà, donc on a constaté ça. La datation est certaine, donc on est sur l'âge du bronze, donc moins 700, ouais, moins 800 avant Jésus-Christ, donc ça c'est très bien. L'exclusivité que je vous donne maintenant, c'est que le carbone 14 que nous avons effectué, dont nous avons eu les résultats, eh ben, il n'y a même pas un mois, eh ben, on est à moins 900, moins 800 avant Jésus-Christ. Donc ça correspond très bien, parce que le carbone 14 peut donner la date de l'abattage, je ne dis pas la date de l'implantation dans le trou du pieu. Mais comme les poteries qui étaient à côté sont à peu près de 700-800, tout à fait possible que l'arbre ait été abattu en 900-800 et qu'après le poteau était mis là. Donc oui, tout ça est homogène et cohérent. Ça devrait faire partie d'un futur article. Alors, vous êtes quasiment les seuls dans cette salle à savoir ce carbone 14. Hein, on ne l'a pas diffusé et pour l'instant on ne le divulgue pas et on attend encore un peu. Parce que stratégiquement, l'archéologie, c'est de la stratégie aussi, donc il faut pouvoir annoncer les choses par étapes. Donc voilà, dès qu'on aura publié ça, on a déjà... Alors, sachez que pour demander, pour faire une analyse carbone 14, il faut demander à sortir un échantillon. Sortir cet échantillon, on y avait pensé déjà depuis 2 ans. Puisque en fait, ça n'avait pas été trouvé l'année dernière, ça a été trouvé l'année d'avant. Pas 2023, ça a été trouvé en 2022, le bois. Mais en 2022, nous n'avions aucune autorisation de prélever un échantillon. Est-ce qu'on s'est dit on le fait? Oui, on peut le faire. Par contre, on ne pourra pas faire l'analyse, puisque obligatoirement, nous n'avions pas l'autorisation, la Direction générale des antiquités du Liban, de sortir un échantillon de bois pour l'analyse. Donc nous avons attendu 2023 pour sortir l'échantillon, le mettre dans une petite fiole avec toutes les recommandations d'usage, que les échantillons de bois et tout ce qui est organique ne doit pas être touché avec les mains. Donc c'est une petite pince, on sort pour pas, entre guillemets, perturber les datations carbone 14. Donc tout a été fait dans les règles de l'art, et on avoue que nous sommes heureux que ça corresponde à peu près aux dernières découvertes que nous avons faites, qui sont ce dépotoir, ou peut-être une épave, on ne sait pas, Peut-être dessous, il y a le bois. On imagine, ça serait bien, mais ça sera un dépotoir, ça sera très bien aussi. Hein. Mais c'est quand même très intéressant au niveau de ces découvertes, ce type de... Voilà, je vous refais voir un peu le bois. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça se voit beaucoup, mais je ne sais pas si vous voyez les 2 languettes sur les côtés. Là. Elles sont dans le même sens que la réglette. Voilà. Et le pied au milieu qui est bien rond. Bien sûr, avec les gants, le premier truc, on a quand même touché, voir un peu la consistance, c'est quand même bien serré, c'est bien compact, et on pense que si on voulait l'arracher, eh ben en fait, ça serait compliqué, il faudrait peut-être enlever la languette d'abord. Alors, nous avons fait une analyse du carbone 14 sur le pieu. Nous n'avons pas fait d'analyse 14 sur les languettes. Sachez qu'une analyse de carbone 14, ça vaut quand même un peu plus de 500 €. Oui, donc on n'est pas non plus, je dirais, riche comme Crésus, mais voilà, peut-être plus tard on fera des analyses sur les 2 languettes, droite et gauche, mais pour l'instant on a fait ça. Mais ça a été une bonne découverte de 2022, et je dirais l'échantillonnage qu'on a fait et la datation qui a été fournie en 2024 sont très bien pour nous. Voilà. Ça correspond, c'est tout à fait homogène. Donc, ce qui veut dire que si on considère que ce mol date de, en gros, 800 avant Jésus-Christ par rapport aux poteries et
vis-à-vis du carbone 14 entre 800 et 900, mais bon, on serait dans les dates de construction. C'est quand même intéressant comme construction antique, puisqu'en fait, tout ce que vous avez au-dessus de tir, donc tout ce qui est visible, en gros, actuellement, c'est essentiellement que du romain. Tous les boîtiers, tous les monuments, tout ce qu'il y a au-dessus de tir, il y a quelque chose, quelques petits sarcophages phéniciens, mais tout le reste, tout le monumental est quand même du romain. Les Romains avaient l'habitude en fait de faire table rase du passé et mettaient leurs dieux et leurs temples à la place. Donc oui, c'est quand même, je dirais, très intéressant pour, je dirais, pour développer pour l'avenir. Après, bien sûr, le pôle très intéressant pour nous, c'est ces fameuses amphores dépotoirs ou épaves. Là, vu le nombre, ça nous a très, très rapidement intéressés. Et après, en plus, la correspondance avec la datation carbone 14 de ce puits en bois. Alors, quelle est la fonction de ce puits en bois à cet endroit-là? Aucune idée non plus. Ça peut être une amarre, tout est possible. Mais évidemment, comme il est coupé à ras, il n'y a aucune trace d'usure de quoi que ce soit. Après, il faudrait pouvoir le sortir. Quelle longueur il fait? On a essayé de sonder un peu. Dedans, il reste au moins 10 cm, mais après, on n'est pas allé plus bas, parce qu'on va pas détruire pour aller chercher. Donc, on attendait d'avoir un peu les datations carbone 14 pour ça. Mais voilà, c'est quand même un bel élément. Et ça se situe, alors là, on est à 2 mètres de fond, pareil. Puisque je vous dis, elle est posée sur le substrat rocheux, là. Tout ce que vous avez, les pierres, ça, en bas, là, juste en dessous, c'est du substrat rocheux. C'est au tout début du môle. Donc oui, ça peut être tout peut être permis vis-à-vis de même un engin de levage peut-être aussi, une potence, tout est permis, tout est permis. Le pieu est quand même d'une sacrée dimension, donc oui, ça doit être un beau pieu. Après, quelle est l'utilité, je n'en sais rien. Donc là, vous avez encore, alors là, c'était les dernières plongées de 2023, avec des blocs en fait assez coincés au niveau du départ du môle aussi, pareil. Ça nous a un peu intrigué, ça, parce qu'en fait, certains blocs sont perpendiculaires au môle. Donc, est-ce qu'ils sont tombés? Est-ce qu'on les a poussés? On ne sait pas trop. On sait pas trop. Mais ces amphores sont, je dirais, très prometteuses. Alors voilà, ça c'est l'article qui est sous presse, qui apparaîtra dans la balle numéro 22, pardon, c'était bien le 22, et de 2022. Voilà. Mais alors l'article est en anglais. Mais donc notre céramiste, c'est Abdallah Al-Eddin, voilà, et il est très connu au niveau du Liban pour ses compétences dans la céramique. Et c'est lui, en fait, qui nous a étudié toutes nos céramiques là, et il avait le sourire jusqu'aux oreilles quand on lui a fait voir les morceaux. Il dit, mais même Bika, il a jamais trouvé ça. Ben oui, mais nous on est sous l'eau, c'est différent. C'est un milieu protégé où c'est que les choses, je dirais, peuvent être en sécurité pendant des années et des siècles, puisque là, on est 900 avant Jésus-Christ, donc c'est intéressant. Voilà. Alors cet article va paraître, dès qu'il sera paru, on espère le plus tôt possible, nous allons pouvoir diffuser à droite et à gauche, je dirais, le résultat de nos recherches, mais comme la recherche de notre côté aussi avance, eh ben, déjà ce qu'il y a là-dessus, en particulier au niveau des marques, eh ben, ça sera complémenté par d'autres marques. Au niveau des datations, ben, ça sera complémenté par d'autres datations, puisque en fait, là, on peut dire que le môle, en gros, c'est dans les 800 avant Jésus-Christ, et vis-à-vis des poteries, et vis-à-vis aussi de ce pieu qui est plus que pour nous une bonne chose, quoi, parce que ça permet de dater. Si on retrouve du bois, bien sûr, on n'hésitera pas à faire du carbone 14, et voilà. Alors, je vous remercie pour tout ça. Juste par rapport à un petit rappel sur la crise qui frappe le Liban. C'est une des pires crises mondiales, donc au niveau économique. Là se rajoutent en plus les malheurs de la guerre, avec, je ne sais pas si vous avez su, mais apparemment Israël aurait éliminé Hassan Nasrallah, donc le chef du Hezbollah. Ce que je peux espérer, c'est que tout ça ramène la paix au Liban et ramène la paix en Israël. Donc voici pour le Liban. Peut-être on peut faire les questions après, si vous en avez, après le Liban et la Tunisie, comme ça on groupe tout. Ah oui, un rappel à Cyr Descamps, mais bien sûr, un petit hommage à Cyr, qui nous a quittés. Qui enseignait à l'université de Perpignan et qui était aussi prof à l'université de Dakar, au Sénégal. Alors, maintenant, on va changer de coin de la Méditerranée, quoique, c'est toujours un peu pareil. On est toujours un peu...
oui, oui. Alors, Tunisie. Donc, Carthage a été fondée par une princesse phénicienne. Et nous, en fait, les missions que nous avons faites, c'était 3 missions sur... ça fait 3 ans maintenant. Et c'est en fait juste en face Carthage. Nous travaillons à peu près au niveau de Sidi Raïs, donc si vous voulez, l'ancien site de Carpis. Alors juste en face Carthage, j'avais une petite ville, la petite ville Sidi Raïs. Donc il y avait une cité romaine qui s'appelle Carpis. Donc il y avait le port de Carpis et au large, en mer, il y a un haut fond. Et sur ce haut fond, pardon, c'est toute une zone d'épave. Hein. Donc là, un petit zoom. Donc Carthage, Carpis, c'est Sidi Raïs juste en face et Carpis qui donne sur la mer, qui serait le port de Carpis. Voilà. Alors, quelques petites choses. Donc voilà, nous on est plutôt, oui, sur la baie. Donc en plein milieu de la baie, voilà, c'est là où se trouve le site de naufrage en mer. Donc je vous laisse lire tout ça. Des choses que vous avez sûrement avoir lues quelque part. Le cap Bon, c'est le cap qui est juste sur la droite. Hein. Ça va où, là? Donc là, il s'agit d'un chantier-école avec les étudiants tunisiens et les étudiants de Perpignan, de l'université de Perpignan, UPVD, le master d'archéologie sous-marine de l'UPVD. Alors, il y a eu plusieurs missions, donc 2019, 2022 et 2023. Bien sûr, c'est soutenu par l'Institut français, l'ambassade de France, l'Université de Perpignan et la Fédération française des plongeurs. Alors, ça servait à la fin de campagne de formation et de recherche. Alors, il faut savoir qu'en Tunisie, beaucoup de choses sont à faire et, hélas, il y a du boulot. Voilà pour vous donner un peu une idée de ce qu'on peut voir au fond. C'est par 10 mètres de fond. C'est des ensembles homogènes, c'est posé au fond. Ce n'est pas pillé, c'est en place. Là, on ne voit pas de structure de bois, mais il y a des ancres, il y a des ancres en fer antique, il y a des ancres en pierre, il y a un peu de tout. Donc oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Tout est en place. Il n'y a pas de campagne de fouilles qui ont été menées. Nous avons bien essayé de débuter un sondage, mais on était plutôt à la prospection, savoir par où on allait commencer. Donc des ensembles homogènes. Donc il y a des ensembles de poteries de type africaine, de la dresselle aussi. Il y a un peu de tout, Donc c'est pas mal disséminé sous la Posidonie, et c'est vrai que ça donne des photos très sympathiques et je dirais un bel avenir pour les archéologues. Voilà, vous avez une idée un peu de la couche en bas à gauche. Hein. Donc là, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oui, à peu près 70 cm de mobilier. Donc essentiellement des amphores, là. Alors là, on a bien sûr, pour l'anecdote, sachez que ces photos datent de 2023. Et elles ont été prises le seul jour où la visibilité était bonne. Il n'y en a pas... la veille, c'était de la purée de pois. Le lendemain, c'était de la purée de pois. Il y avait un seul jour où il ne fallait pas oublier l'appareil. Ben, c'était là. Et par chance, nous avions pu prendre les photos. Mais le reste du temps, c'était turbide. C'était pas beau. Pas de quoi faire une photo. Mais nous avons réussi. Et donc, c'est très bien. Voilà. Alors, bien sûr... Il s'agit d'une campagne, en fait, c'est surtout une campagne de prospection. Sondage était un bien grand mot parce qu'en fait, nous n'avons fait fonctionner le motopompe que pendant 2 heures, tout simplement pour des soucis techniques. La technique nous a trahis. Oui, les tuyaux, la motopompe, tout ça, tout a lâché. Parce que, pareil, en Tunisie, je dirais, des excavations sous-marines, il n'y en a jamais eu. Les pirates, peut-être, en ont fait. La méthode, ils l'ont. La pratique, absolument pas. Donc, tout est à faire aussi en Tunisie. Il faut savoir que, je dirais, la loi est quand même bien faite en Tunisie, tout est bien protégé, et la justice et la police tunisienne ne plaisantent pas. Il faut des autorisations pour sortir plonger, il faut des autorisations tous les jours quotidiennes avec le nombre de personnes à bord. Enfin, je dirais, c'est bien
c'est bien contrôlé, c'est bien contrôlé. Donc là, vous avez quelques images, alors le bateau, la mise à l'eau, donc au niveau de Carpis, donc Sidi Raïs, avec le pilote, le monde à bord sur le bateau, les briefings, bien sûr, avec les étudiants en bas et les plongeurs locaux, donc c'était avec la Fédération tunisienne de plongée, la Fédération royale de plongée. Et voilà, encore quelques images. Donc le fond. Alors là, j'ai pas trop de données à vous fournir, tout simplement parce que on est dans la prospection. Peu de choses ont été remontées parce que sinon on remplissait le bateau. Parce que sur la même zone qui doit faire, imaginez une petite colline, il doit y avoir au moins, enfin moi j'ai pu constater qu'il y avait au moins 10 types d'amphores différents. Donc 10 épaves possibles, et encore on n'a pas tout exploré. Mais, donc c'est un haut fond en plein milieu de la baie de Carthage, donc de Tunis. On s'y attend pas. La première fois qu'on y est allé, on nous a dit, ben, c'est là. Ah bah très bien. Et alors, c'est en plein milieu, ben, c'est là. On voit c'est vrai, on voit un peu le rocher qui affleure. Et après, c'est une colline, et on descend, et là, 19-20 mètres de fond, des amphores, des amphores, des amphores. Un peu ce que me racontaient, moi, les vieux plongeurs quand j'ai commencé à plonger, qui était un peu la situation de la France dans les années 50-60, où c'est que les amphores étaient posés au fond. Eh bien, la Tunisie, c'est la même chose. Les amphores sont posés au fond. Prenez une amphore, vous pouvez la poser comme ça, la redresser. Vous pouvez même faire un cliché à côté. On l'a pas fait, mais vous pouvez faire un cliché à côté. C'est faisable. Elles sont posées sur le sable, des fois dans la Posidonie. Alors, le gros souci là-bas, il est quand même la Posidonie. Là, vous voyez, il y a une couverture, c'est un peu dégagé, mais à des endroits, c'est une vraie forêt. C'est une vraie forêt. Donc, dedans, il faut écarter la Posidonie. Mais on fait des découvertes, il y a des amphores globulaires. Enfin, on a vu de tout, tous les types d'amphores. Tous les types d'amphores. D'ailleurs, j'ai même dit aux étudiants, mais enfin, vous n'avez pas la chance que vous avez. C'est incroyable, incroyable. Alors, bien sûr, tout ça est en train de se mettre en place. Il y a plusieurs missions qui vont être organisées, je dirais, au fil des années. Il faut se mettre en place au niveau structure, déjà. Donc, et après, ben, ça devrait rouler. On a fait 3 années d'essai, donc prospection. Maintenant, on commence à voir un peu la problématique. Maintenant, il va falloir obtenir des autorisations de fouilles, de sondage sur plusieurs années, donc des triannuels, on appelle ça, sur 3 ans, et voir un peu ce qui se passe. Voilà. Alors, je vous remercie. Je rappelle juste que Carthage fut fondée en 814 avant Jésus-Christ par la reine phénicière et légendaire Didon, qui venait de Tyr, en fait. Voilà, donc un petit rapport entre les deux. Les 2 rives de la Méditerranée. J'ai fini pour la Tunisie.